Le 20 juin 1936 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film. L'extravagant Monsieur Dietz a noté que cet article était déjà paru dans l'Action française le 19 juin 1936. Texte intégral. Au XVIIIe siècle, on eût dit que c'était un conte philosophique. Comme tous les contes philosophiques, le sujet n'en est pas absolument neuf. C'est le procès de la richesse sous la forme classique de l'héritage imprévu qui vient bouleverser la vie d'un paisible citoyen. L'important est de renouveler de pareils thèmes. Il est certain que les Américains y arrivent avec une charmante et déconcertante facilité. Un Yankee, fabuleusement riche, se tue en Italie. Un office généalogique lui découvre un neveu, son héritier le plus direct. Les hommes de loi et de droit s'empressent d'aller le voir. C'est un nommé Longfellow Dietz qui vit au fond d'une bourgade de province en fabriquant quelques chandelles et en écrivant des vers pour les cartes postales de Christmas. À part cela, il tient le tuba dans la fanfare municipale. Ce vieux garçon, déjà endurci, n'a cependant pas plus de 35 ans, puisqu'il est joué par Gary Cooper. Ce philosophe précoce est une sorte de Candide américain, ayant le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple et le grain d'excentricité obligatoire chez un anglo-saxon. Les généalogistes, après un court préambule, lui annoncent à brûle-pourpoint « Votre oncle est mort. Vous êtes à la tête de 20 millions de dollars. » Silence. On ne lit pas sur le placide visage de M. Dietz la moindre trace de surprise ou d'émotion. Il paraîtrait plutôt un peu rembruni. C'est sa femme de ménage, debout derrière son fauteuil, qui parle la première. « Monsieur Dietz, est-ce que ces messieurs déjeunent ici ?» Le chiffre des dollars dépasse parfaitement sa cervelle. L'important est de savoir si elle cassera 4 ou 12 œufs pour sa prochaine omelette. Monsieur Dietz s'enfonce dans une profonde méditation en poussant quelques petits coups dans son tuba. Il nous expliquera plus tard que c'est pour lui le meilleur moyen de préciser ses idées. On l'assure qu'il faut partir pour New York sans délai. Cela l'ennuie beaucoup, il n'a jamais voyagé, il n'a pas de valise. Une seule chose lui plaît dans ce remue-ménage, il pourra enfin voir le tombeau du général Grant. À table, il récite ses cartes postales. Sa plus vive inquiétude est de savoir qui le remplacera comme tuba à la fanfare. Les généalogistes se frottent les mains. Il faut dire que ces messieurs sont d'avisés renards à qui leur métier profite grassement. Ils vont se faire signer par ce brave Dietz un beau pouvoir qui leur donnera la gestion de cette fabuleuse fortune et les aidera à se tailler légalement une part léonine dans ce monceau d'or. Un client aussi naïf, l'aubaine est inespérée. Mais M. Dietz, à peine installé dans son nouveau palais, prouve que sa jugeote de poète campagnard vaut bien la machination des brasseurs d'argent. Les administrateurs du Metropolitan Opera viennent lui offrir pompeusement la présidence de leur assemblée, moyennant une subvention de 180 000 dollars destinée à combler leur déficit. M. Dietz refuse paisiblement. 180 000 dollars de déficit, mais votre affaire est déplorablement gérée. Ou bien les places sont trop chères, ou ce sont les spectacles qui sont mauvais. Et vous voudriez que je mette de l'argent là-dedans ? Il trouve non moins suspect que ces généalogistes lui offrent leurs services pour rien, et il refuse de signer le fameux pouvoir. Une ancienne maîtresse de son oncle s'est découvert des droits sur l'héritage. Elle expédie à Dietz un avocat marron qui parle de fils naturel, de mère dans la détresse. Monsieur Dietz est ému. L'avocat, se voyant sur la bonne voie, continue. « Nous avons droit à 7 millions, mais nous pourrions transiger à 2. » Monsieur Dietz le flanque à la porte sans façon. « Je n'aime pas les gens qui demandent 2 millions quand ils ont droit à 7. Il n'y a ni mère, ni gosse, et vous êtes une fripouille. »
Enfin, M. Dietz fait la connaissance des écrivains illustres dont il admirait les œuvres dans son village. Il découvre à la place des grands esprits attendus des piliers de brasserie qui bâillent leur vie, s'entredéchirent pour essayer de se distraire et se payent la tête du poète pour carte postale. M. Dietz boxe le plus important des chers maîtres. La tradition exige qu'ils deviennent amoureux. Le film décline un peu quand cette aventure gagne de l'importance. M. Dietz, déçu par la femme, entreprend de distribuer sa fortune aux fermiers victimes de la crise et que le fisc va saisir. L'humour, un peu amer, retrouve ses droits avec ce nouveau chapitre. Plus de doute, M. Dietz est fou allié. C'est ce que vont plaider contre lui les avocats de la fausse héritière qui a repris espoir. L'attitude de M. Dietz, démoralisé, et qui s'enferme dans un mutisme impénétrable, favorise les coquins. C'est l'endroit le moins bon du film. Il est même un peu agaçant. Ce silence de M. Dietz dure trop longtemps, et on se l'explique mal. Puisque nous savons qu'il triomphera de toute manière, qu'il se dépêche de démasquer ses batteries. Les scènes de procès américains sont devenues aussi bien classiques, avec leur coup de théâtre obligatoire. Puis, comme tous les autres acteurs ne sont que de bons comparses, le film paraît assez vide pendant que Gary Cooper se tait. Mais sa défense, qu'il prononce enfin, et où il confond les juges, les témoins et l'éminent psychiatre qui a démontré sa folie, termite dans la note délicieusement humoristique des premiers chapitres, le film le plus amusant que l'on puisse voir ce mois-ci à Paris.